Voir mon père biologique me tenant mon nouveau-né dans des vêtements usés, mon grand-père fronça les sourcils. Est-ce que 250 000 € par mois ne suffisaient pas? Je n'ai jamais reçu un seul centime, dis-je. Il prit son téléphone et appela immédiatement ses avocats. Mon grand-père n'avait jamais pleuré devant moi. Pas aux funérailles de ma grand-mère. Pas lors de sa première opération cardiaque à 71 ans. Pas même à mon mariage. Bien que je l'ai surpris en clignant rapidement des yeux pendant les vœux, de cette manière prudente des hommes de sa génération qui ont décidé que le chagrin était une transaction privée. Mais lorsqu'il est entré dans ma chambre d'hôpital 3 jours après mon accouchement et m'a regardé, vraiment regardé, la même chemise que je portais depuis mardi, les cernes creusées sous mes yeux, la façon dont j'ai sursauté lorsque l'infirmière a mentionné la facture. Son menton a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire. Il a tremblé une seule fois, puis il a verrouillé à nouveau. « Claire » dit-il doucement, tirant une chaise près de lui et s'y asseyant comme si ses jambes se souvenaient soudain de son âge. « Est-ce que 250 000 € par mois ne suffisaient pas? » J'ai cru mal entendre. « Quoi? L'argent ?» Sa voix était prudente. Mesurée. « Je l'ai envoyé depuis le jour de ton mariage. Chaque premier du mois sans faute. Je voulais que tu sois à l'aise, que tu n'aies jamais à travailler. » Il a regardé mes mains, gercées par le travail de nuit de nettoyage que j'avais pris à 6 mois de grossesse parce que nous ne pouvions pas payer la facture d'électricité. J'ai supposé. J'ai supposé que tu choisissais de vivre simplement. Ma fille dormait sur ma poitrine. 3,7 kg. 2 jours est déjà la chose la plus réelle au monde pour moi. Papy, ma voix est sortie mal, trop petite. Je n'ai jamais vu un seul centime. La couleur a quitté son visage. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Puis il a sorti son téléphone, a composé un contact, et lorsque la ligne s'est connectée, il a dit 4 mots. « Faites-moi venir Patricia. » Maintenant, c'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Je m'appelle Claire Leroy. J'ai 29 ans, et jusqu'à il y a 72 heures, j'aurais dit que j'avais une assez bonne idée de la forme de ma propre vie. J'ai grandi avec mon grand-père, Édouard Leroy, le père de ma mère, après que mes parents soient morts dans un accident de voiture quand j'avais 9 ans. Il m'a élevée dans sa maison à Bordeaux, une vieille demeure gracieuse avec des porches enveloppants et trop de pièces dans une cuisine qui sentait toujours les biscuits de la gouvernante. Papy était de la vieille fortune bordelaise, du genre à porter la même montre pendant 40 ans et à ne jamais mentionner sa valeur. Il dirigeait une société de capital investissement depuis un bureau en centre-ville et avait le genre de réputation qui faisait que les gens se redressaient quand il prononçait son nom. Il ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau, pas une seule fois en 20 ans. Il s'est aussi avéré qu'il envoyait discrètement 250 000 € chaque mois sur un compte dont je n'avais jamais vu l'intérieur. J'ai rencontré Marc Dubois lors d'une collecte de fonds il y a 3 ans. Il était charmant dans le domaine financier, le genre de beau qui est plus beau en personne qu'en photo. Il riait au bon moment et se souvenait des petites choses que j'avais mentionnées des semaines plus tôt, ce que je comprends maintenant est une compétence, pas une qualité. Nous avons été ensemble pendant 8 mois. Il m'a demandé en mariage au restaurant où nous avions dîné la première fois. Papy l'aimait bien. Cela comptait pour moi, peut-être trop. Papy était un juge précis du caractère, sauf qu'il s'avère que le caractère se donnait spécifiquement en spectacle pour lui. Les signes avant-coureurs étaient là. J'avais juste un système très complet pour les expliquer. Le compte joint que Marc a suggéré d'ouvrir et sur lequel il a ensuite orienté tous mes revenus semblait efficace à l'époque. Le fait qu'il gère toutes nos finances parce qu'il était meilleur en chiffres semblait être une division du travail raisonnable. Le fait que notre budget d'épicerie continuait de se réduire tandis que sa garde-robe continuait de s'élargir. Le fait que je me surprenais à faire des calculs sur un menu de restaurant et que lui ne semblait jamais le faire. Le fait qu'il ait commencé à décrire l'argent de mon grand-père comme quelque chose auquel nous aurions accès éventuellement. Je me disais que chacune de ces choses n'était rien. Un caprice, un déséquilibre temporaire, le frottement ordinaire de la fusion de 2 vies. Puis je suis tombée enceinte et les choses sont devenues serrées rapidement et Marc est devenu occupé et les petits déséquilibres ont commencé à s'accumuler. J'ai pris un 2e emploi à 6 mois de grossesse.
2 quarts de nuit par semaine à nettoyer des immeubles de bureaux parce que notre compte courant était au plus bas et que je ne supportais pas la sensation de flotter. Je n'ai rien dit à papy, j'avais honte. Je pensais que c'était notre problème à résoudre. Marc savait pour le travail de nettoyage. Il appelait ça de l'ardeur. Il m'a apporté un smoothie une fois alors que je me préparais pour un quart de travail. Il m'a embrassé le front. A dit qu'il était fier de moi. 8 millions d'euros se trouvaient sur un compte avec son nom dessus. Je ne le savais pas encore. La première chose que j'ai remarquée, ce sont les colis Amazon. C'était vers le 4e mois de ma grossesse. La mère de Marc, Viviane, passait plus de temps à la maison. Elle vivait à 40 minutes et avait le genre d'emploi du temps qui semblait ne rien contenir qui ne puisse être réaménagé pour s'adapter à une visite. Elle et Marc avaient toujours été proches d'une manière qui me donnait l'impression d'avoir pénétré dans le film de quelqu'un d'autre. Elle avait des opinions sur tout dans notre maison, y compris sur la façon dont j'organisais la cuisine, qu'elle exprimait comme des observations utiles délivrées sur un ton qui faisait comprendre que le désaccord était une forme d'ingratitude. Les colis arrivaient quotidiennement, adressés à Marc pour la plupart, bien que certains portent le nom de Viviane. Surtout des vêtements, des marques haut de gamme que je reconnaissais mais ne pouvais pas me permettre d'acheter. J'en ai parlé une fois doucement, pensais-je, et Marc a dit qu'il allait bien avec un portefeuille et qu'il s'était fait plaisir. Il l'a dit avec le genre de confiance facile qui clôt la conversation. Je suis retournée à mon quart ce vendredi-là et j'ai nettoyé 12 étages en me disant que je le croyais. La deuxième chose que j'ai remarquée, ce sont les vacances. Marc et Viviane sont allés dans le Médoc pour un long week-end pendant mon 7e mois. Je n'y suis pas allée parce que j'étais épuisée et gonflée et que je préférais sincèrement le canapé. Marc a envoyé des photos, une voiture de location, un vignoble, un restaurant avec des bougies et des nappes blanches, et le genre de carte des vins qui n'indique pas les prix. J'ai aimé les photos. Je lui ai dit que c'était magnifique. J'avais refusé la suite de naissance premium de l'hôpital la semaine précédente parce que nous ne pouvions pas couvrir les frais de surclassement. J'ai regardé la photo du vignoble et j'ai pensé, il doit avoir un portefeuille que je ne connais pas. Il doit aller mieux que je ne le pense. Je devrais lui demander. Je n'ai jamais demandé. La troisième chose, celle qui a fissuré le sol sous mes pieds, s'est produite le jour où je suis rentrée de la maternité. Nous étions là depuis 3 jours, moi, Marc et notre fille Nora, qui était arrivée rose et furieuse et immédiatement nécessaire. Le parking de l'hôpital était de 28 € par jour. Je le sais parce que j'avais vérifié. Je le sais parce que je faisais ce genre de calcul constamment. Cette anxiété financière de bas grade et lancinante qui était devenue si familière. J'avais arrêté de la remarquer comme on arrête de remarquer un son qui est toujours présent. Papy était venu voir Nora le 2e jour. Il l'avait tenue pendant 20 minutes sans parler, ce qui était la chose la plus tendre que je l'avais jamais vue faire. Puis il m'a regardé, ma chemise, mes yeux, et a posé sa question, et toute ma vie s'est réarrangée. La porte s'est ouverte et Marc est entré le premier, suivi de Viviane. Il riait de quelque chose. Viviane avait 4 sacs de courses suspendus à un bras. Galerie Lafayette, Le Bon Marché, une petite boutique. Je n'ai pas reconnu le papier de soie visible en haut. Marc en avait 2 autres. Ils étaient au milieu d'une phrase à propos de quelque chose, souriant toujours, portant déjà l'aisance décontractée de gens qui passaient d'excellentes journées tout le temps. Ils ont vu le visage de papy et les rires se sont arrêtés. Pas progressivement, instantanément. « Édouard » a dit Viviane. Sa voix est devenue prudente, contrôlée. Quelle agréable surprise. Papy ne la regarda pas. Il regardait Marc. Marc, juste son nom. Calme. De la manière dont une porte se ferme avant une tempête. Marc a posé les sacs. Son sourire performait une mort dont il n'avait pas encore été informé. « Salut, Édouard. Je ne savais pas que tu passais. Où est passé l'argent de ma petite fille ?» La pièce avait le silence spécifique d'un souffle retenu. Nora pleurnichait doucement depuis quelques minutes. Elle aussi s'est arrêtée, comme si même elle comprenait que quelque chose d'énorme se passait. Marc a cligné des yeux. « Quel argent ?»
N'essaie pas. La voix de papy est tombée à quelque chose que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. Pas de la colère. La colère est bruyante. C'était plus froid. Chaque paiement allait sur un compte joint désigné pour les dépenses du ménage de Claire. Un compte sur lequel votre nom apparaissait en tant que cogestionnaire. Un compte auquel elle n'avait jamais eu d'accès indépendant. J'ai regardé Marc. Il ne voulait pas me regarder. Les choses étaient compliquées. Il a dit, financièrement, le marché. 3 ans, je me suis entendu dire. Ma voix semblait lointaine, comme si elle venait d'une autre pièce. 3 ans de virement, 250 000 € par mois. J'ai fait le calcul à voix haute parce que j'avais besoin de l'entendre. Ça fait 8 millions d'euros. Le chiffre est resté dans la pièce comme un objet physique. Tu m'as dit que nous étions serrés, ai-je dit. J'ai pris un travail de nettoyage à 6 mois de grossesse, Marc. J'ai pleuré pour une facture d'épicerie. J'ai présenté mes excuses à mon grand-père de ne pas pouvoir lui rendre visite plus souvent parce que je ne pouvais pas payer l'essence. Mes mains tremblaient. Je n'ai pas essayé de les arrêter. Et tu étais assis sur 8 millions d'euros. Il m'a finalement regardé et ce que j'ai vu sur son visage n'était pas de la culpabilité. Pas exactement. C'était pire. C'était le regard de quelqu'un qui recalcule. Tu ne comprends pas ce qu'il faut pour maintenir notre position. Quelle position ? Ma voix s'est brisée sur le mot. Viviane s'est avancée. Son menton était levé de la manière dont elle le faisait lorsqu'elle assemblait son autorité. La carrière de Marc exige une certaine présentation. Son réseau, ses réceptions de clients, sa carrière, a dit papy, la coupant avec la précision de quelqu'un qui coupe la parole aux gens dans les salles de conseil depuis 50 ans, sera le cadet de ses soucis. Marc a abandonné la performance. L'a juste laissé tomber. Très bien. Sa voix est devenue plate et froide d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Comme si quelque chose sous le charme avait finalement fait surface. Très bien. Oui, je l'ai utilisé parce que je l'ai mérité. Tu n'as aucune idée de ce que je fais, de ce que je gère, de ce qu'il faut pour arrêter de parler, a dit papy. Marc s'est arrêté comme ça, comme si le commandement avait court-circuité quelque chose. Fais tes valises, a dit papy en me regardant. Il n'a pas élevé la voix une seule fois. Toi et Nora venez à la maison avec moi ce soir. Mes avocats s'occuperont du reste. Viviane lui a attrapé le bras. Son calme se fracturait. Je pouvais le voir dans ses yeux, dans les tendons de son cou. Édouard, s'il te plaît, tu vas le détruire. Il a une réputation. Une carrière, des gens qui dépendent de lui. S'il fait ça, il a regardé sa main sur son bras, puis son visage. Il a volé sa femme enceinte, a-t-il dit. Il peut garder la réputation qui survit à cela. Elle a lâché prise. Nous étions dans la maison de papy à Bordeaux à 23 heures. Mon ancienne chambre était exactement comme je l'avais laissée en me mariant. Même couvre-lit, même lampe, même vue sur le chêne que j'avais escaladé environ 9000 fois enfant. Je me suis assise au bord du lit avec Nora sur ma poitrine et j'ai ressenti l'épuisement particulier de quelqu'un qui porte une chose énorme sans le savoir depuis très longtemps. Le lendemain matin, papy m'a présenté Patricia Mercier. Patricia avait 57 ans, des cheveux argentés, et était l'avocate principale de papy depuis 15 ans. Elle portait des tailleurs gris anthracite et parlait avec l'économie concentrée de quelqu'un qui construit l'heure et considère les banalités comme une forme de gaspillage. Elle avait un diplôme de droit de la Sorbonne, et papy m'a dit plus tard, n'avait jamais perdu une affaire de fraude civile. Elle s'est assise en face de moi à la table à manger de papy avec un dossier assez épais pour être utilisé comme arme. Dites-moi tout, dit-elle. Commencez par le début. Ne commentez pas. J'ai parlé pendant 40 minutes. Elle a pris des notes sans lever les yeux, a posé 3 questions de clarification et quand j'ai eu fini, elle a dit bien maintenant laissez-moi vous dire ce que nous avons déjà. Elle a ouvert le dossier. 3 ans d'enregistrement de virement, chaque paiement daté et horodaté s'écoulant du compte de papy vers le compte ménager commun, puis dans les 72 heures suivant chaque dépôt, acheminé en montant partiel vers un deuxième compte, compte privé uniquement au nom de Marc.
Dans une banque à Jersey. Patricia a dit quand votre grand-père a remarqué des irrégularités dans les confirmations de paiement et m'a appelé. Elle a tourné une page. Il y a aussi un troisième compte, offshore, aux îles Caïmans. Environ 1,2 million d'euros transférés là-bas sur 18 mois. Le chiffre est tombé comme un deuxième coup de poing après que le premier vous a déjà mis à terre. Elle a continué. Relevé de carte de crédit montrant Viviane Dubois comme utilisatrice autorisée sur l'une des cartes privées de Marc. 12 000 euros en un seul mois. Hôtel de luxe, restaurant, un bijoutier à Lyon, un reçu pour un week-end aux Baléares. Marc et Viviane alors que j'étais dans mon deuxième trimestre disant à mon gynécologue que j'avais besoin de retarder un test à cause du ticket modérateur. Puis elle est arrivée au dernier élément. Celui-ci, dit-elle, est la pièce qui rend tout le reste inutile. Elle a fait glisser une transcription imprimée sur la table. Une conversation avec des horodatages extraits de la sauvegarde cloud de l'Amazon Echo de Viviane. L'enceinte intelligente de sa cuisine l'avait enregistrée automatiquement. La voix de Marc, puis celle de Viviane, puis celle de Marc à nouveau. Elle ne le découvrira jamais. Le vieux Édouard me fait entièrement confiance. Et s'il le découvre, Claire prendra mon parti. Elle le fait toujours. J'ai lu 2 fois. Ma vision est devenue étrange sur les bords. Ça va ? A demandé Patricia. Continuez, ai-je dit. Elle m'a dit le plan. Fraude, abus financier en vertu du statut domestique de la Gironde, vol civil. Il déposerait le lendemain matin, et au moment où les papiers seraient signifiés, 9 heures précises, son bureau enverrait un communiqué de presse à 3 fils d'actualité financière. J'ai levé les yeux du dossier. Pourquoi le communiqué de presse ? Parce que Marc a conclu une affaire d'investisseurs de 7 chiffres mardi dernier, un groupe de capital risque de Toulouse, 3,4 millions d'euros engagés avec un second versement en attente. Elle a croisé les mains sur la table. Ces investisseurs ont le droit de connaître le caractère de l'homme dans lequel ils ont mis leur argent. Mon cœur battait la chamade. Est-ce que ça tiendra ? La transcription seule tiendra. Les dossiers financiers sont en béton armé. Le compte offshore va impliquer une conversation fédérale distincte, ce qui n'est pas notre dépôt. Cet appel a déjà été passé à l'agence appropriée. Elle a refermé le dossier. D'ici midi demain, tous les téléphones de la vie de Marc Dubois sonneront. Et pour la première fois en 3 ans, il n'aura de réponse pour aucun d'eux. Cette nuit-là, je me suis assise dans la cuisine de mon grand-père à 1h30 du matin avec Nora dans le berceau à côté de moi et une tasse de thé que j'avais arrêté de goûter et j'ai pensé à la version de moi-même qui avait nettoyé des sols à 6 mois de grossesse et se sentait reconnaissante pour le quart de travail supplémentaire. J'ai pensé à la façon dont la honte fonctionne, comment elle entre en vous silencieusement et vous fait sentir que le problème est le vôtre à résoudre. L'anxiété financière, les calculs d'épicerie, les vêtements de maternité empruntés que j'avais dit que c'était bien, que c'était temporaire, que ce n'était qu'une partie de la construction d'une vie. J'avais été si prudente de ne pas demander d'aide à papy, si prudente de ne pas avoir l'air de ne pas pouvoir gérer les choses, si fière de ce que je pensais être ma propre autonomie. Ce n'était pas de l'autonomie. C'était se faire piller si habilement que je ne savais pas que je saignais. Marc a appelé cette fois cette nuit-là. J'ai regardé son nom apparaître et disparaître sur mon écran et n'ai ressenti rien d'autre qu'une fatigue profonde. Il appelait toujours le lendemain matin lorsque Patricia m'a envoyé un seul SMS à 9h02. Signifié. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé les doigts de Nora s'enrouler autour des miens. À 9h47, Viviane a appelé. J'ai pu entendre ses cris avant même d'avoir porté le téléphone à mon oreille, alors je l'ai tenu à l'écart et j'ai regardé les cils de Nora à la place. Messagerie vocale. À 10h15, Patricia a de nouveau envoyé un SMS. L'investisseur principal a appelé, retirant les 2 tranches. 3,4 millions d'euros disparus avant midi. À 11h58, un journaliste financier nommé David Petit, par ligne dans le Chronique d'affaires de Toulouse. 15 ans à couvrir les marchés du Sud-Est, a appelé mon grand-père directement. Il avait reçu le communiqué de presse. Il avait des questions. Papy l'a renvoyé à Patricia, qui était, j'ai appris plus tard,
déjà au téléphone avec l'Associated Press. À 11h58, le nom de Marc a illuminé mon écran. J'ai fixé pendant toute la durée de la sonnerie. Puis je l'ai posé face cachée sur la table, et j'ai préparé plus de thé. Les semaines qui ont suivi ont eu cette qualité étrange d'après-coup, tout était cru et encore, comme un paysage après le mauvais temps. Je guérissais de l'accouchement et d'un mariage simultanément, ce qui est un type d'épuisement particulier qui n'a pas de nom que je connaisse. Les tentatives de Marc pour me joindre suivaient des étapes avec une prévisibilité qui aurait été presque clinique si ce n'était pas ma vie. D'abord, des appels et des SMS, des dizaines, allant des excuses aux explications pour finalement devenir une exigence, tu dois entendre mon côté. Tu es manipulé par ton grand-père. Tu vas le regretter. Je les lisais comme on lit un bulletin météo pour un endroit où l'on ne va pas. Informatif, pas personnel. Son avocat a envoyé des lettres. Patricia les leur renvoyait, chaque fois avec un peu plus de documentation jointe, ce que j'ai compris être sa façon de communiquer que nous avions plus de matériel qu'il ne l'avait anticipé, et qu'elle appréciait de le rendre clair par incrément. Puis Marc a fait l'erreur qui a changé la température de tout. Il a assisté au dîner caritatif trimestriel de son entreprise, l'une de ses affaires en tenue de soirée où la composante caritative réelle représente environ 15% de la soirée et le réseautage 85%, ses investisseurs, ses partenaires, son réseau professionnel, tous dans la même pièce. Il avait apparemment décidé que l'attaque était meilleure que la défense parce qu'il s'était levé devant 200 personnes et avait dit que sa femme avait subi une dépression postpartum et l'avait abandonnée, qu'il avait pris sa fille sans raison. Et qu'il avait retourné son beau-père contre lui par dépit. 200 personnes. Parmi eux, 4 partenaires commerciaux de mon grand-père, 3 amis de longue date de son club, et l'épouse de son avocat principal d'un cabinet séparé. À 7h30 le lendemain matin, j'avais 12 messages vocaux de personnes que j'avais rencontrées au fil des ans lors des dîners et réunions de papy. Des gens que j'avais toujours perçus comme poliment distants parce que j'étais plus jeune, parce que j'étais juste la petite fille, qui appelaient maintenant pour dire qu'ils avaient entendu ce que Marc avait dit et voulaient que je sache qu'ils étaient disponibles pour témoigner en mon nom. Témoigner si nécessaire, aider de toute manière utile. Le 12e message vocal était d'une femme nommée Constance Moreau, qui avait 81 ans et connaissait mon grand-père depuis 40 ans et apparemment avait une opinion très spécifique sur les hommes qui mentaient sur leurs femmes en public. « Dites à Patricia de m'appeler », dit-elle. J'ai une longue mémoire et un grand carnet d'adresses, et j'attendais une excuse pour utiliser les deux. J'ai joué celui-là pour Patricia qui a souri d'une manière que je n'avais pas vue auparavant. « Constance Moreau », dit-elle. « Bien. Tu la connais ? Elle siège au conseil d'administration de 3 grandes fondations caritatives depuis 30 ans. Elle a des relations avec tous les journalistes et donateurs dans un rayon de 320 km. Patricia a ouvert un nouveau document sur son ordinateur portable. Marc vient de faire une grave erreur de sélection de lieu. L'angle de diffamation a été ajouté à notre dépôt cet après-midi-là. Patricia a contacté David Petit aux Chroniques d'affaires, qui construisait déjà son article et qui, m'a-t-on dit, était maintenant en train de l'étendre d'un seul article à une série de 3 parties. L'audience pour l'ordonnance de protection d'urgence était 17 jours après la naissance de Nora. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, lambrissée de bois, efficace, le genre de pièce qui traite les dommages humains à l'échelle industrielle sans perdre son calme procédural. Présidait la juge Diane Lefebvre, qui siégeait au banc du comté de Charente depuis 11 ans et qui avait, selon Patricia, une impatience particulière et bien documentée pour les affaires d'abus financiers où la documentation était claire et le défendeur avait choisi l'audace plutôt que le contrition. Marc est arrivé avec son avocat, un homme nommé Gérald Martin, qui portait un très bon costume et l'expression de quelqu'un qui avait regardé les preuves et pensait déjà à sa prochaine affaire. Patricia a présenté la pièce A à la pièce M, les virements, les relevés de compte, le compte de Jersey, le compte des Caïmans, les relevés de carte de crédit, la transcription de l'écho. Gérald Martin a objecté 2 fois. La juge Lefebvre n'a soutenu aucune des 2. Quand ce fut le tour de Marc, Gérald a plaidé sur la complexité de la gestion financière dans les situations à forte valeur nette et la nature des comptes matrimoniaux et la question du consentement. C'était techniquement cohérent. Cela n'avait cependant aucune réponse pour la pièce G, qui était la transcription,
et la pièce L, qui était la documentation du compte offshore qu'un enquêteur fédéral nommé agent Thomas Riley de l'unité des crimes financiers de la DGFiP avait déjà signalé indépendamment et poursuivait sur une piste séparée mais parallèle. La juge Lefebvre a accordé l'ordonnance d'urgence. Elle a également fait un commentaire depuis le banc, ce que Patricia m'a dit plus tard était inhabituel. Les juges gardent généralement leurs observations procédurales sur la nature calculée et soutenue du contrôle financier mis en évidence dans le dossier. Marc n'a pas regardé quand nous sommes sortis. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse, mais je l'ai remarqué quand même. L'article du Chronique d'affaires est paru un jeudi. La ligne de David Petit au-dessus du pli, intitulée numériquement L'autre compte, comment un gestionnaire financier de Bordeaux a détourné 8 millions de fonds familiaux sur 3 ans. Il était prudent, sourcé, spécifique. Il nommait le comte de Jersey. Il nommait le comte des Caïmans. Il citait 3 investisseurs qui avaient soit quitté, soit gelé leur relation avec la société de Marc. Il comprenait une déclaration de Patricia en mon nom et une déclaration de Gérald Martin qui faisait 4 phrases et ne disait essentiellement rien. D'ici vendredi matin, il avait été repris par l'Associated Press. D'ici vendredi après-midi, il était sur 3 agrégateurs d'actualités financières et 2 publications d'intérêt général. La société de Marc avait 9 employés. D'ici le lundi suivant, 6 d'entre eux avaient démissionné. Sa mère, Viviane, m'a rappelé 2 fois de plus pendant cette période. Le premier appel, je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message était long et alternait entre la rage et la supplication d'une manière qui me disait qu'elle comprenait à un niveau moléculaire que sa carte d'utilisateur autorisée et la transcription de l'écho avaient causé des dommages importants à sa propre position. Le deuxième appel est arrivé le jour de la reprise par la paix. Et j'ai répondu, non pas parce que j'avais quelque chose à lui dire, mais parce que je voulais entendre si elle s'excuserait ou doublerait la mise. Elle a doublé la mise. M'a dit que je détruisais un homme bon. M'a dit que Marc avait seulement essayé de subvenir aux besoins de notre famille. M'a dit que je lui devais une conversation. Tu étais sur sa carte, Viviane, ai-je dit. Celle financée par l'argent qui était censé payer ma facture d'électricité. Elle a raccroché. 3 mois après l'audience, j'étais assise sur le porche de papy un samedi matin avec Nora sur mes genoux et du café qui refroidissait sur la rambarde à côté de moi quand il est sorti et s'est assis sur la chaise à côté de la mienne. Nous avons regardé la rue un moment. Les vieux sont de quartier, les oiseaux, un arroseur quelque part, un enfant à vélo. Je veux te dire quelque chose, a-t-il dit. Je l'ai regardé. J'aurais dû structurer ça différemment dès le début. Un compte direct uniquement à ton nom. Je lui ai fait confiance parce que tu l'aimais, et j'ai utilisé ton jugement comme substitut au mien. C'était mon échec. Papy, laissez-moi finir. Il regardait la rue. Je me suis dit que l'argent était un cadeau pour ton mariage, pas spécifiquement pour toi. Qu'il serait géré conjointement parce que c'est comme ça que fonctionnent les mariages. Je me suis dit beaucoup de choses qui étaient surtout des excuses pour ne pas regarder de trop près. Il a marqué une pause. Je suis désolée, Claire. Pour le travail de nettoyage, pour les factures d'épicerie, pour chaque moment où tu t'es sentie seule là-dedans et que tu pensais que c'était à toi de régler ça. Ma gorge s'est serrée. Je ne le savais pas. J'ai dit, je sais que tu ne le savais pas. C'est ce qui a fonctionné. Il m'a finalement regardé. Il comptait sur nous 2 pour ne pas regarder. Nous sommes restés là un moment. Patricia dit que la récupération civile est solide. J'ai dit finalement, c'est entre les comptes domestiques et la récupération offshore. Ils ont gelé le compte des Caïmans. La partie fédérale avance. Tu y auras accès à la plupart des choses éventuellement. Peut-être dans 18 mois. Il a pris son café. Le reste viendra du règlement de diffamation. Gérald Martin a appelé Patricia la semaine dernière. Marc veut régler avant la phase de divulgation. Elle a dit non. Elle l'a fait. Papy a presque souri. Elle a dit que la divulgation serait plus utile qu'un règlement à ce stade. Gérald a apparemment été d'accord assez rapidement. L'article de l'AP avait mentionné le discours du dîner caritatif.
Les relations professionnelles restantes de Mark s'étaient pour la plupart évaporées dans les 2 semaines suivant la publication. Le groupe de Capital Risque avait non seulement retiré son investissement, mais avait également déposé sa propre plainte civile, ce qui ajoutait un deuxième front à l'exposition juridique. Le mandat de l'agent Riley progressait séparément avec un calendrier que Patricia décrivait comme lent mais inévitable. La société de Mark avait officiellement dissous. Il vivait, selon la correspondance juridique de la semaine dernière, dans une location à court terme à Bordeaux et avait demandé une modification de l'ordonnance de protection pour permettre des visites supervisées avec Nora. Patricia avait répondu avec une contre-proposition qui comprenait des conditions qu'elle décrivait comme réalisables s'il est sérieux et clarifiantes s'il ne l'est pas. Je ne le détestais pas. Cela m'a surpris plus que tout. J'avais prévu que la révélation laisserait une fureur chaude et clarifiante que je pourrais brûler et ressortir de l'autre côté. Mais ce que j'ai réellement ressenti était quelque chose de plus proche de l'absence de poids, comme poser un sac que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. J'ai pensé à la femme qui avait nettoyé des sols au 3e trimestre et se sentait fière de son efficacité. Qui s'était excusée auprès de son grand-père de ne pas lui rendre visite, qui avait fait des calculs dans sa tête dans les restaurants et appelait ça être prudente. Elle n'était pas naïve. Elle a été trompée par quelqu'un qui avait étudié sa confiance et la traitait comme une ressource. Il y a une différence. Il m'a fallu un certain temps pour m'y accrocher. 6 mois après que Patricia ait fait glisser cette transcription sur la table, j'ai signé un bail pour une petite maison à 3 pâtés de maison de sel de papier à Bordeaux. 3 chambres, une cour, une cuisine avec une fenêtre au-dessus de l'évier qui capte la lumière du matin. Je suis retournée travailler à temps partiel. J'ai une formation en développement d'organisation à but non lucratif, que j'avais mise en pause lorsque Mark avait suggéré que je me concentre sur la maison. Je reconstruis cela maintenant lentement selon mon propre calendrier. Nora a 6 mois. Elle a les yeux de son arrière-grand-père, qui sont gris et délibérés, et elle a déjà compris que si elle le regarde assez longtemps, il finira par faire l'imbécile pour essayer de la faire rire. Je ne pense plus à Mark tous les jours. Certaines semaines, je pense à peine à lui, ce qui en soi ressemble à quelque chose de récupéré. Patricia m'envoie des mises à jour par email lorsqu'il y en a. L'enquête fédérale est en cours. La récupération civile est en bonne voie. L'affaire de diffamation progresse vers le procès parce que Mark, fidèle à lui-même, apparemment, pense qu'il peut encore gagner quelque chose. Gérald Martin envoie des lettres que Patricia décrit comme de plus en plus fatiguées. La dernière chose que j'ai entendue directement de Mark était un message vocal il y a 4 mois dans lequel il disait qu'il voulait que je comprenne qu'il avait fait des erreurs, mais qu'il m'avait toujours aimé et qu'il espérait que je pourrais trouver dans mon cœur éventuellement de lui pardonner pour la stabilité de leur fille. C'était très bien construit. Je pouvais entendre combien de travail avait été consacré à cela. Je l'ai sauvegardé, pas pour moi. Pour Nora, pour que lorsqu'elle sera assez âgée pour poser des questions sur son père, elle puisse entendre à quoi il ressemblait lorsqu'il jouait le remords et décider par elle-même quel poids lui accorder. C'est ça le truc avec les hommes comme Mark. Ils croient toujours que la prochaine version d'eux-mêmes sera celle qui vous convaincra enfin. Il a dit sur cet enregistrement de l'enceinte intelligente de Viviane que je prenais toujours son parti. Il avait raison pendant 3 ans. Mais le truc avec toujours, c'est qu'il suffit d'une fois pour que ce soit un mensonge. Et j'avais un grand-père avec un téléphone et un avocat qui mangeait des procès en entrée. C'était suffisant.